Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, les titres de ce journal. La visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Hambol s'est achevée hier samedi. C'est au stade Thomas d'Aquin de Katiola qu'il a animé son tout dernier meeting. À cette occasion, les peuples Tagbana, Mangoro, Djimini et Djamala ont rendu hommage au chef de l'État pour les grands travaux réalisés et les chantiers en cours dans le Hambol. Ce dimanche 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée pour sensibiliser le grand public sur l'extension de la pandémie. Le thème de la journée est « Les organisations communautaires font la différence ». En Côte d'Ivoire, la lutte contre le sida s'accentue et les résultats sont appréciables. Vous entendrez le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en toute fin de journal. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est une unité des forces armées de Côte d'Ivoire relevant directement du chef d'état-major général des armées et mise à la disposition du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour emploi. Son activité se décline formellement en 3 grands domaines: opérations, prévention et formation. Une formation pour donner aux personnes physiques et morales le savoir-faire nécessaire pour être autonomes face aux risques, notamment les risques domestiques, les risques de la vie courante. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le GSPM lance une campagne de sensibilisation des populations sur les risques de la vie courante. La campagne démarre à partir d'aujourd'hui même, 1er décembre. Le commandant du GSPM est avec nous en plateau pour en parler, le colonel Issa Sako. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Je vous retrouve dans 30 minutes. Merci. À tout à l'heure. La visite d'État dans le Hambol, c'est fini. Le président Alassane Ouattara y a passé 4 jours, du mercredi 27 au samedi 30 novembre. Cette visite s'achève donc à Katiola par un meeting qui a réuni sur un même espace les populations des départements de Niakaramandougou, de Dabakala et de Katiola même. Par Gassoro Kone nous en décrit maintenant l'ambiance. C'est un stade Ouattara Thomas d'Aquin de Katiola, bondé de monde, qui a accueilli le dernier meeting du président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans la région du Hambol. Il est 9h. Filles et fils des départements de Niakaramandougou, de Dabakala et de Katiola. Personne ne vous laisse faire compter l'événement. Il y a de la solution. C'est la solution à tous les problèmes. On sait que la région d'Hambol va se développer. Alassane, c'est un homme de parole. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Pour le bonheur de la population. Et surtout de la population de Hambol. Je suis parti de Ferkei avant-hier. Et puis bon, on voit l'état de la route. Il y a vraiment une très grande amélioration. Pour moi qui suis à Taviré, vraiment c'est très important. Je dis merci. Savoir être reconnaissant, c'est encore mieux. La route précède le développement. Et là, ce grand bâtisseur, il a fait pour nous. Nous sommes vraiment très contents. Les populations des différents départements, tous étaient présents. Les élus et cadres aussi. Le président a dit qu'il va réaliser certains projets structurants. Je crois que quand il dit, il le fait. Nous sommes fiers de notre président. Il n'y a plus d'école Batakro. À l'époque, nous avons des écoles Batakro, c'est-à-dire sous la patable. Aujourd'hui, nous avons fini. C'est d'anciens souvenirs. Et merci infiniment au président et à son gouvernement. Les peuples alliés de la région ne voulaient pas rester en marge de ces grands rendez-vous. Les peuples Kodé et Tagbana ont des liens multiséculaires. Donc, s'il y a du bonheur à côté de nos frères Tagbana, nous ne pouvons que venir pour danser et nous réjouir avec eux. Sur la pelouse et sous les bâches, l'ambiance est à son comble. Et lorsqu'à 11h, le chef de l'État fait son entrée dans le stade, c'est la liesse populaire. Moment d'allégresse et de communion avec les populations de la région du Hambol. Vous l'avez vu, cette visite a été appréciée des populations. Elles ont rendu un hommage appuyé au chef de l'État pour tous les grands travaux de développement réalisés dans leur région. Retour sur ce meeting final avec Awa Touré.
Visite d'État du président de la République dans la région du Hambol. La finale s'est jouée au stade Ouattara Toumadakin. Une finale qui se voulait une fête populaire avec en toile de fond l'hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Avec le président Alassane Ouattara, nous avons ouvert d'autres routes plus sûres, plus prometteuses que les chemins de perdition tracés par les peurs et les haines. Monsieur le Président de la République, vous devez avoir une certitude, c'est que notre soutien ne vous fera jamais défaut pour parachever l'œuvre que vous conduisez au profit de tous les enfants de cette grande nation. Et notre fidélité inflexible vous est acquise éternellement. Merci, reconnaissance et espoir, trois mots qui résument toute la foi que ces populations placent en leur président, leurs fils et leurs frères. On se souvient qu'il y a exactement 40 ans, qu'en cette même place, ici, en 1979, feu le président Félix Houphouët-Boigny célébrait l'an 19 de la fête nationale à Katiola. Ce n'est donc pas l'effet du hasard que le président Alassane Ouattara, fils héritier de feu le président Houphouët-Boigny, revienne ici 40 ans après le père, 40 ans comme dans les Écritures saintes, pour nous apporter le développement. Oui, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, car de 38 localités électrifiées sur 301 en 2012, aujourd'hui, la région du Hambol compte 283 localités électrifiées, soit un taux d'électrification de 94%. C'est les chiffres actualisés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations du Hambol avant de les remercier pour leur marque de confiance. Je suis conscient que l'anacarde est une préoccupation pour le Hambol et que les 2 dernières années n'ont pas été bonnes pour nos parents producteurs. Mais je tiens à vous rassurer et vous dire que la question est suivie de près pour trouver des solutions. J'ai instruit le gouvernement de trouver des solutions pour améliorer le prix d'achat à nos parents paysans. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, pour atteindre cet objectif, le Conseil coton anacarde et le groupement des produits agricoles, le GEPA, enlèveront 200 000 tonnes des mains des producteurs à des prix rémunérateurs subventionnés, ce qui va impacter le marché international et local en mettant les prix bord champ au niveau minimum souhaité par le gouvernement. Par ailleurs, j'ai demandé au gouvernement de mettre un accent particulier sur la transformation locale de l'anacarde. Chers frères, chères sœurs, chers parents du Hambol, nous poursuivrons les chantiers qui ont commencé. Et comme vous le savez, ce que Ado dit, Ado le fait. Pour le président de la République, l'union est la clé du vivre ensemble. Nous devons travailler sans relâche pour le renforcement de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale. Car sans paix, il ne peut y avoir de développement durable. C'est pourquoi, chers frères et sœurs du Hambol, je vous demande de rester unis. Oui, l'union est la clé du vivre ensemble, dans la diversité. Quelles que soient vos sensibilités politiques, vos ambitions ou vos opinions, la fraternité doit demeurer au-delà
de la politique. Au thème de ce meeting de clôture, les populations du département de Katiola ont fait de nombreux présents au chef de l'État, notamment 100 bœufs, 100 pièces de poterie et des attributs des chefs, 100 pièces de poterie et de pagnes du terroir pour la première dame Dominique Ouattara. Le président de la République a pour sa part fait un don de 17 véhicules au corps préfectoral du Hambol. Et dans le cadre du renouvellement du parc automobile, il a offert 22 cars aux transporteurs de la région pour assurer la mobilité des populations dans le confort et la sécurité. On va réécouter le chef de l'État. Je vous propose cette fois un autre bout de son intervention, celui qui a trait à son éventuelle candidature à la prochaine présidentielle. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010. Mais voyez-vous, nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé en 2010. C'est pour cela que 2015 s'est bien passé et 2020 se passera bien. Parce que la Côte d'Ivoire avance et il n'y aura pas de retour en arrière dans la violence et les opportunités de désordre pour parvenir au pouvoir. Seuls les Ivoiriens et les Ivoiriennes méritants seront le choix des populations. Que ce soit l'élection présidentielle, les législatives, les mairies, voyez ce que vos élus font dans la région du Hambol. Choisissez un président qui travaille bien et uniquement pour les populations. Un président qui ne viendra pas pour se servir, mais pour servir les Ivoiriens et la nation ivoirienne. Voilà, chers parents du Hambol. Oui, faites très attention. La Côte d'Ivoire avance, mais elle ne peut pas avancer avec n'importe qui. Nous avons vu dans le passé les uns et les autres. Donc le choix sera simple, j'en suis convaincu. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans le détournement de fonds, dans le gaspillage, dans la division. Non, nous ne voulons pas de cela. Non, nous ne voulons plus de retour en arrière. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui avance, une Côte d'Ivoire qui progresse. Je sais que nos concitoyens ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Nos concitoyens ont de la mémoire. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé ma décision. Mais soyez rassurés, mon intention, c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays.
de ceux qui ont gaspillé les biens publics. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, c'est la nation. C'est la nation ivoirienne, ce sont les Ivoiriens. Et je ferai tous les sacrifices nécessaires pour mon beau pays. Alors, que pensent les populations du Hambol de cette visite du président Alassane Ouattara dans leur région? Nos reporters leur ont posé la question. Voici leur réponse. Après ce qui a été dit, ce qui a été promis, et nous pensons que véritablement la région des Katiola est toute heureuse. Et elle ne peut que dire merci à Monsieur le Président et merci à tout ce monde qui est venu. On est dépassé par tout ce qu'on a eu. Et comme il a promis encore d'autres choses, on lui dit merci. On espère vraiment qu'à l'issue de cette visite, toutes nos attentes en termes de développement, en termes de réalisation d'infrastructures et tout, seront vraiment satisfaites. Le président nous a rassurés avec ses messages de paix. Le président nous a rassurés avec ses messages qui relancent le développement de notre région. Le président de la République a donné un nouveau coup de fouet au développement de notre région. Nous avons entièrement confiance en lui. Ce moment était attendu, je crois qu'il a été réalisé, mais notre mobilisation aujourd'hui est à la hauteur du degré de satisfaction que nous connaissons. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de libérer le peuple Djimini, Djamala, Banogo totalement. Il faut dire que non, c'est notre liberté que le président vient de nous donner. Il nous a surtout confortés dans notre sentiment de paix que nous avons toujours eu et en quoi nous avons toujours cru. Merci au président de la République pour le Hambol en général, mais spécifiquement pour le Djamala, en particulier pour Satama Sokoro, en ayant lancé les travaux de bitumage de l'axe Boaké, Satama Sokoro, Satama Sokora, Bassawa. Katiola vient de voir le développement en face. Katiola vient de voir son chef de l'État, son président de la République, son bien-aimé Alassane Ouattara. Et avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Katiola a changé de visage, Katiola est en chantier, Katiola commence à être émergent. Au travers de cette visite, le voile qu'il a levé et à travers la vitrine, on a pu voir Dabakala. La paix doit régner en permanence. Nous allons continuer de soutenir ces actions, de soutenir les actions du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Moi, je suis spécialement venu de Paris. Franchement, je ne regrette pas du tout d'être venu. J'ai vu tout ce qu'il avait apporté à la région, j'ai vu tout ce qu'il a fait et je suis de tout cœur. Et on est avec lui. Vu que quand le président passe dans un coin, c'est déjà un développement, parce que ce développement ne pouvait pas partir sans la région du Hambol et sans la jeunesse. Après qu'il a quitté le stade Ouattara Thomas d'Aquin où a eu lieu ce meeting, le président Alassane Ouattara a été face aux journalistes pour une conférence de presse. Le chef de l'État leur a entre autres fait le point des réalisations dans la région. Et c'est Viviane Haïm qui y était pour RTI. Occasion d'échanges sans langue de bois sur tous les sujets relatifs à la vie nationale et même à l'actualité internationale, la traditionnelle conférence de presse qui sanctionne la fin de chaque visite d'État du président de la République dans les différentes régions du pays s'est tenue cette fois également au terme de la visite d'État dans la région du Hambol. Introduisant la rencontre du président de la République avec la presse, le ministre de la Communication, Sidi Touré, a souligné la grande médiatisation de cette actualité. Monsieur le Président de la République, nous arrivons au terme de votre mémorable visite d'État dans la région du Hambol, qui s'est tenue du 27 au 30 novembre. Ce sont au total 63 médias qui vous ont accompagné durant toute cette visite d'État. Les trois médias de service public, en l'occurrence la RTI, Fraternité Matin et AIP, 39 médias privés, imprimés et numériques, 10 correspondants régionaux, 11 représentants de la presse internationale. Faisant le bilan de sa visite d'État, le président de la République a relevé plusieurs motifs de satisfaction à ses yeux. Nous avons effectué une visite d'État de 4 jours dans le Hambol. Cette visite a connu un peu de retard parce que quand le point m'a été fait, j'ai vu qu'il y avait tout de même un retard considérable dans cette région et j'ai demandé au Premier ministre de faire le maximum
d'investissement, de combler un peu ce retard avant que nous fassions la visite. Elle a d'ailleurs été reportée à plusieurs occasions et maintenant elle est faite et moi j'en suis particulièrement heureux et j'ai senti que les populations également étaient enchantées. Alors comme vous le savez, j'ai commencé la visite d'État le mercredi 27 novembre. Je suis arrivé dans la matinée. Nous avons tenu le conseil des ministres à la préfecture de Kachola. Et au cours de ce conseil, d'importants textes ont été adoptés. Dans l'après-midi, nous avons procédé à la mise sous tension du quartier moderne de Kachola. Quand même, ce quartier fait 3700 habitants, d'un coût de 284 millions de francs CFA. Et là, les populations en étaient très heureuses. Le jeudi, c'était l'étape de Niakara-Mandougou, qui est abrégée à Niakara. Dans la matinée, nous avons fait la mise en service de l'extension du réseau d'adduction en eau potable de la ville de Frona, qui fait 21 700 habitants, d'un coût de 140 millions de francs CFA. La mise sous tension du village de Darako-Kaha, avec 6 000 habitants, d'un coût de 175 millions de francs CFA. La mise sous tension des quartiers Calais et de Fongui et la rencontre avec les populations au stade Nalobamba de Niakara. Donc ce fut également une matinée très chargée, très fructueuse et très appréciée. Dans l'après-midi, nous avons eu ici même à Kachola la rencontre avec les cadres, les chefs traditionnels, les guides religieux de la région du Hambol. Hier, vendredi 29 novembre, c'était l'étape de Dabakala. Dans la matinée, nous avons procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satamaso-Koura-Bassawa pour 84 km de bitume. Et nous prévoyons 36 mois de délai d'exécution. La mise en service du poste de transport d'électricité au quartier d'Abalakoro pour une capacité de 225 kV pour un coût de 6 milliards de francs CFA et bien sûr la rencontre avec les populations au stade de Dabakala. Alors l'après-midi, il y a eu la cérémonie de remise des dons et chèques du FAFSI aux femmes de la région du Hambol, présidée par le Premier ministre. Et moi, j'ai procédé à la pose de la première pierre du CHR de Kachola pour 35 milliards de francs CFA. Les travaux démarrent au début de l'année 2020 et je pense que l'exécution sera d'environ 18 mois. Alors aujourd'hui, c'était l'étape de Kachola. Nous nous sommes rendus d'abord à la résidence du premier chef d'état-major de la République, chef d'état-major général, le général Thomas Daquin, et où nous avons pu saluer la famille et nous incliner donc dans le caveau. Et plus tard, nous sommes allés à la rencontre avec les populations au stade Ouattara Thomas Daquin de Kachola. Donc voilà, mesdames, messieurs, ça a été une belle visite. Vous étiez présents, je crois, dans la plupart de nos déplacements. Je vous en remercie. Moi, j'ai été particulièrement ému par tout ce que j'ai entendu. Aujourd'hui aussi, très heureux de voir que donc mes parents du Hambol ont montré autant de reconnaissance et de gratitude à mon endroit. Comme vous savez, Kong est pas loin d'ici. Et de nombreux ressortissants de toutes ces villes, Niakara, Dabakala comme Kachola, viennent de Kong. Donc je voudrais remercier les populations pour l'accueil, pour l'attention, pour l'hospitalité. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, le gouvernement, le comité d'organisation, tous les responsables du Hambol, que ce soit le président de région, les députés, les maires, tous qui ont participé de manière fort efficace à l'organisation de cette visite d'État.
Poursuivant, le président de la République a répondu sans détour aux questions sur le maintien en place de la nouvelle CEI, sur son projet de transfert du pouvoir à une nouvelle génération et aussi sur son idée de faire évoluer le montant de la caution requise pour la candidature à l'élection présidentielle. La première dame de Côte d'Ivoire, elle, n'est pas présente dans le handball. Elle n'y était pas, mais elle a fait un important don aux femmes de la région par le biais de Ramatali Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un don en vivres, en matériel divers et en espèces d'une valeur totale de 710 millions de francs CFA. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On retrouve Viviane Haïm. La remise de chèques FAFSI par la première dame est chaque fois une belle occasion de célébration et de convivialité entre femmes. À l'instar des autres régions du pays, les femmes du handball se sont mobilisées pour ce grand rendez-vous. Elles sont venues de tous les départements de la région. La grande place de la ville de Katiola a refusé du monde. Elles étaient toutes impatientes de revoir leur sœur, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et de communier avec elle. Si la première dame n'était pas physiquement présente au milieu de ses sœurs du handball, elle a fait acheminer pour elle des milliers de présents. 700 millions de francs de dons en matériel de travail et équipements divers pour les différentes organisations professionnelles féminines, pour les écoles, les centres de formation, des vivres pour les cantines scolaires, des équipements pour les centres de santé, en plus une enveloppe de 10 millions de francs. La ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant, Liramata Bakayoko, représentait la première dame. Elle était soutenue par une forte délégation gouvernementale. La cérémonie a aussi enregistré l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et celle du président de l'Assemblée nationale. Les femmes du handball n'avaient pas de mots assez forts pour remercier la première dame Dominique Ouattara pour tous ses dons. Madame la ministre, l'absence de notre maman Dominique aujourd'hui à Katiola nous fait de la peine. Cependant, nous savons pertinemment qu'elle est de tout cœur avec nous et qu'elle brûle d'impatience de venir communier avec les femmes du handball. Nous restons persuadés qu'elle sera ici à Katiola très prochainement. Elles ont aussi dit merci à la première dame pour le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédit à faible taux de remboursement dont elle est l'initiatrice. Plusieurs centaines parmi elles ont bénéficié de ce microcrédit qui leur a permis d'entreprendre une activité génératrice de revenus et ainsi sortir de la pauvreté. Vraiment, avec FAFSI aujourd'hui, je suis une femme autonome. Avec FAFSI aujourd'hui, j'arrive également à m'occuper de mes 4 enfants. Je remercie notre maman Dominique. Je remercie FAFSI. En Tagbana, je dis Gbatouna. Gbatouna à notre maman Dominique. L'autonomisation des femmes est en marche dans le handball. Les femmes l'ont démontré par un défilé de leurs différentes associations de métiers. C'est donc avec une grande fierté que la ministre Liramata Bakayoko leur a annoncé cette bonne nouvelle de la part de la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais annoncer au nom de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, que vous recevrez dès aujourd'hui un financement additionnel de 500 millions de francs CFA pour toutes les femmes de la région. Donc dès lundi, munissez-vous de vos projets d'activité et dirigez-vous vers les structures partenaires. Le rôle est ensuite revenu au Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, de conclure. Il a fait cette adresse aux femmes du handball. Je voudrais, à votre nom à toutes et au nom de toutes les populations du handball, demander à Madame la représentante de Madame la Première Dame de lui dire que les femmes du handball lui disent merci. De lui dire que nous avons ici vu des femmes heureuses, enthousiastes, très heureuses de bénéficier de ces dons et qui lui disent merci. Ma présence ici, déléguée par le président de la République, est un témoignage de son appui constant.
et dire aux femmes de Côte d'Ivoire, particulièrement donc à celles du Yambol, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous aime, il est à vos côtés, il sera toujours à vos côtés et vous pouvez lui faire toujours confiance, ainsi qu'à la première dame. En suivi, la remise symbolique des dons et la remise symbolique des chèques FAFSI aux postulantes dont les dossiers ont été sélectionnés en attendant les prochaines vagues de bénéficiaires. Voilà pour le chapitre visite d'État. Après le handball, le chef de l'État a mis le cap sur le béret. Sur place, il a procédé à l'inauguration de l'axe Mankono-Tienengwe avant de lancer les travaux de l'axe Mankono-Séguéla. Reportage Alexis Ouedraogo depuis Mankono. Après le handball, voici le béret sorti comme un seul homme. La région célèbre avec le chef de l'État le bitumage de son axe Mankono-Tienengwe. Le goudron commençait par Boaké et s'arrêtait dans mon village à Tienengwe. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le président qui Tienengwe pour venir à Mankono. Les zones là, Mankono, quand je passe par là, ça fait 7 heures. Boaké, Mankono, je faisais 5 heures, 6 heures. Aujourd'hui, j'ai fait 4 heures. La difficulté pour arriver ici, c'est que vraiment, beaucoup de cadres comme nous autres là, n'étant pas tellement animés pour venir. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits du travail considérable que le président de la République a fait. 56 km de bitume pour environ 37 mois de travaux. L'État s'y était engagé pour le bien-être des populations. De Botro jusqu'à Tienengwe, le bitume est fini, la route a été bitumée finie en 1993 et le bitume n'a pas continué sur 56 km jusqu'ici à Mankono. Grâce au président de la République, cette route vient d'être achevée et Mankono est maintenant accessible par le bitume en venant de Boaké. L'ouvrage qui vient annuler la pénibilité du trajet est désormais un lointain souvenir. Cette voie bitumée à laquelle viendra s'ajouter celle qui relie Mankono à Séguéla va redonner à Mankono son lustre d'antan et lui permettre de renouer enfin et pour de bon avec l'émergence et le développement économique et social. Excellence, Monsieur le Président de la République, le béret tout entier ne vous dira jamais assez merci pour cette œuvre gigantesque de haute portée sociale et économique que vous venez de réaliser. Quand Alassane Ouattara lance les travaux de l'axe Mankono-Séguéla, la population exulte. Il leur annonce de plus belles nouvelles. Chose promise, chose faite. Voilà, vous avez cette belle route. Je voudrais féliciter la société RDSE qui fait du très bon travail à travers la Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé qu'elle fasse également la route Mankono-Séguéla. Et ensuite, la route Séguéla-Touba. Désenclavement des différentes localités, développement des agglomérations traversées, les impacts socio-économiques pour la région donnent aujourd'hui le sourire. Tout à fait autre chose à présent. Nous sommes dimanche 1er décembre 2019. C'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Une journée pour sensibiliser le grand public sur l'extension de la pandémie sur tous les continents. Les organisations communautaires font la différence. Voilà le thème de cette année, de cette journée donc. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la pandémie a permis d'obtenir une baisse de la prévalence. Elle est estimée aujourd'hui à 2,9% contre 3,7% en 2012. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire enregistre des progrès dans la lutte contre le sida avec une prévalence en baisse. Nous sommes passés d'une prévalence de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012 et à 2,9% en 2018. 85% des personnes diagnostiquées séropositives au VIH sont sous traitement ARV et 67% de celles qui sont sous traitement ARV ont une suppression virale. Ces actions de prévention nous ont permis une baisse de 32% de nouvelles infections à VIH, comparativement à l'année 2010. La baisse attendue en 2020 est de 75%. Pour cette 31e journée mondiale, les communautés sont à l'honneur pour leur engagement à l'élimination de l'épidémie. Elles se sont fortement impliquées dans le renforcement de la prévention, de la prise en charge communautaire des malades
et la continuité des soins. Ces dernières ont par ce fait apporté une contribution notable à l'amélioration de la qualité de vie aux personnes affectées par le VIH. Les progrès doivent être davantage soutenus. Les enquêtes montrent que les nouvelles infections touchent plus les adolescentes et les jeunes femmes de 15 à 24 ans, d'où l'intensification de la sensibilisation et la promotion des autotests VIH. Les propos du ministre Genaka Ouele ont été recueillis par Salimatou Oudia. On prend maintenant la direction de Grand Bassam dans le sud Comoé. La BISA 2019 y a pris fin hier samedi en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Issa Yeo. Dans Sacré, la BISA est une occasion pour les commiens de montrer leur maîtrise du monde ésotérique. Badigeonnée des kaolins et tout des blancs vêtus, elle purifie et conjure le mauvais sort au sein du royaume. Porté en triomphe depuis le palais royal, le roi, Sa Majesté Amontanoé Désiré, veille sur le royaume Nzima Kotoko. La tenue cette année de la BISA est un pari gagné pour lui après des incompréhensions de l'année dernière. En communion avec son peuple, il exhorte toute la communauté à l'union et à la cohésion. Cette fête de la BISA a été rehaussée par la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, fils de la région. Il a apporté le soutien du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement au peuple Nzima pour cette célébration de la tradition. Vive donc la BISA 2020. C'est maintenant l'heure du Dimanche Magazine, un moment que vous appréciez et que vous attendez souvent impatiemment. Merci en tout cas de nous suivre. Aujourd'hui, c'est le colonel Issa Sako que nous recevons. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires est en plateau pour nous parler d'une campagne de sensibilisation des populations sur les risques de la vie courante. Bienvenue mon colonel. On regarde d'abord ceci. Merci. Jour, 2000 enfants de moins de 6 ans sont victimes d'accidents de la vie courante, ce qui correspond en une année à 740 000 accidents qui ont motivé une consultation aux urgences. Mais la veille, il y avait ma voisine qui a crié que l'enfant a tiré fou, que ça s'est resté dessus. Elle était assise sur le pied de sa cousine. Maintenant, la cousine voulait qu'elle se lève. La petite, elle n'a pas accepté, donc elle l'a poussée. Malheureusement, lui, il était déjà chaud. Elle a plongé dedans. L'intérieur de la maison représente le principal lieu d'accident. 64% concernent les enfants de moins de 4 ans. Pour les enfants de moins d'1 an, les accidents surviennent dans la cuisine, dans la chambre et la salle de bain. Accidents domestiques qui sont surtout favorisés par les conditions de vie. Ce sont des cours communes, il y a une certaine promiscuité. Il n'y a pas vraiment d'aire délimitée entre où est-ce qu'on fait la cuisine et où est-ce que les enfants jouent. Elles ont beau surveiller les enfants comme du lait sur le feu, il suffit de tourner l'œil, c'est à ce moment-là que l'enfant fait la bêtise. Mais n'empêche que si les enfants étaient un petit peu plus surveillés, il y aurait peut-être moins d'accidents. Les chutes, les asphyxies, les blessures par objets tranchants, les intoxications, des risques qui imposent aux parents des précautions à prendre. Ranger hors de portée des enfants les substances nocives et leur empêcher les zones dangereuses. L'âge augmentant, les risques surviennent de plus en plus en dehors de la maison. D'accord, mon colonel. La campagne de sensibilisation démarre aujourd'hui même. En quoi va-t-elle consister? Bien, merci, M. Diaby. Effectivement, cette campagne qui va démarrer aujourd'hui permettra à la population, qui est le premier maillon de la chaîne des secours, de savoir quels gestes appliquer lorsqu'il est témoin d'un sinistre, un accident ou quelque événement qui se produit dans la vie courante. Donc, ça permettra à toute la population de pouvoir porter le geste qui va minimiser les risques sur l'événement qui s'est produit. C'est donc une campagne en 26 épisodes, une campagne en 26 épisodes sur les gestes élémentaires de survie. Effectivement, en 26 épisodes, mais nous allons rester ouverts à toutes les propositions sur des situations qui auraient pu nous échapper pour pouvoir travailler sur des thématiques précises. D'accord. Mais dites-nous, quel acte poser tout de suite quand on est en face d'un sinistre?
Mais ça dépend du sinistre. Du sinistre. Vraiment, ça dépend du sinistre. Par exemple, on va prendre le cas des enfants qui sont brûlés, comme l'élément vient de nous en parler. Malheureusement, effectivement, quand on est en face d'un brûlé, on remarque des réactions qui sont totalement contraires à celles qu'il faut faire. On voit des gens mettre du sable, mettre de la terre. Ils infectent la brûlure. Il faut refroidir. Parce que refroidir avec de l'eau, simplement. Pas de jet violent pour ne pas blesser, mais refroidir pendant assez longtemps. Parce que quand la peau est brûlée, la brûlure continue, même si on a retiré l'élément brûlant, la peau continue de brûler, donc il faut refroidir. Refroidir avec de l'eau de robinet. De l'eau du robinet. D'accord. Et comment on appelle les secours? Comment, par exemple, on informe un service d'urgence? Bien, il y a des moyens conventionnels qui sont le téléphone, que tout le monde connaît. Mais l'alerte répond à certains critères qu'il faut savoir faire. Il s'agit de bien identifier le sinistre qui s'est produit parce que le secouriste qui va venir ne sait pas de quoi il s'agit, ne sait pas où se situe le sinistre. Donc, il faut avoir tous ces éléments-là pour pouvoir alerter et connaître tous ces numéros-là. C'est vrai qu'on les diffuse, mais malheureusement, peut-être que les canaux de diffusion ne sont pas assez élaborés. Mais vous êtes sur le meilleur canal en ce moment. Dites-le, quel est le numéro? Le numéro, c'est un numéro d'appel gratuit qui est le 180. Mais malheureusement, ce numéro est surchargé par des appels malveillants. Il y a des gens qui appellent simplement pour plaisanter ou pour faire des canulars. On a aussi d'autres numéros que je peux citer. Allez-y. Le 01 80 13 28 et le 44 64 49 69 qui sont des numéros de notre centre d'appel et qui permettent de déclencher les secours partout en Côte d'Ivoire. Et sur ces numéros, quand on vous joint, vous venez, parce que les Ivoiriens disent qu'on vous appelle, souvent vous ne venez pas, même les appels sérieux. Hein. Non, on vient toujours. Mais en retard. Il faut savoir que tout en respectant la douleur ou la détresse des sinistrés, il faut savoir que le pompier n'est pas sur les lieux du sinistre. Il y a tout un processus qui doit être déclenché pour qu'il puisse arriver. Et ce processus-là, malheureusement, il prend du temps. Il faut l'appeler, il faut qu'il vienne, il faut qu'il fasse la route jusqu'au lieu du sinistre. Vous connaissez aussi la circulation dans nos agglomérations. Donc, tout ceci prend du temps. C'est ce qui justifie que les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire sont toujours en retard, comme le disent les Ivoiriens. Monsieur Diaby, je voudrais rebondir là-dessus. Oui. On parle de retard lorsqu'il y a un rendez-vous. Les pompiers n'ont jamais de rendez-vous. Oui, quand vous arrivez après que le blessé décède, par exemple, c'est on va dire, un rendez-vous manqué. Non, parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous du tout. Donc, il ne peut pas être manqué. Donc, il faut qu'on nous appelle, mais on vient. On vient. Il faut qu'on nous appelle rapidement et qu'on nous oriente précisément. Vous ne manquez pas de moyens, vous ne manquez pas d'engins, de véhicules. Il faut dire que le groupement des sapeurs-pompiers militaires a vraiment évolué dans sa capacité de réaction. Mais force est de reconnaître que le groupement n'a pas évolué autant que la société pour laquelle il doit travailler. Donc, les moyens, on les a, mais encore plus, ça serait mieux. Parce que le nombre de véhicules que vous avez, on peut les compter, hein? Peut-être pas sur les doigts d'une seule main, mais sur les deux mains, on peut le compter. Vous avez 7 casernes en Côte d'Ivoire. Vous parliez des moyens par rapport au nombre d'habitants en Côte d'Ivoire. 7 casernes, 3 pour Abidjan, 4 pour le reste du pays, 25 millions d'habitants. Oui, c'est vrai que c'est peu, c'est vraiment peu. Mais il y a des projets, il y a des projets de création de nouvelles casernes qui sont des projets qui sont très avancés et qui permettront à, je pense, très court terme de couvrir d'abord tout Abidjan, chaque commune d'Abidjan,
et ensuite de renforcer les centres d'intérêt les plus importants de l'intérieur du pays. Ces projets-là sont en cours. En attendant, hein, vous allez continuer de subir la colère des populations, parce qu'à chaque fois que vous serez là en retard, on s'en plaindra. C'est humain. Oui. C'est humain, mais on fait ce qu'il y a lieu de faire et on fait dans la mesure des moyens dont nous disposons. Et pour pallier cela, vous avez trouvé une innovation que vous avez mise en place, c'est des véhicules prépositionnés dans quelques communes d'Abidjan. Oui, effectivement, devant ces insuffisances, nous avons dû travailler en mode dégradé. Ce n'est pas le mode normal de fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers, mais en l'expliquant à nos hommes la nécessité de pouvoir répondre promptement, nous avons prépositionné des engins sur certains sites qu'on a identifiés comme assez accidentogènes, et cela nous rapporte vraiment des réponses satisfaisantes. Vous parliez ainsi aux embouteillages, le trafic qui est abondant. Quelle peut être la contribution des populations donc à la protection civile? Mais la première contribution serait vraiment le civisme. Le civisme, parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés dans ce sens-là. Les gens qui ne sont pas directement impactés ne voient pas la nécessité de laisser la priorité aux engins de secours. Donc, très souvent, nous avons des altercations avec des automobilistes, et même dans des quartiers, parfois il est impossible de circuler. Nous avons des quartiers d'Abidjan où nos engins d'incendie ne peuvent même pas entrer parce que les rues sont encombrées soit par des maquis, soit par des véhicules en stationnement. Donc la première contribution qui coûte rien, c'est le civisme. Et puisqu'on a eu à voir aussi, vous avez une escadrille de 4 motos. Oui, effectivement, nous avons dû mettre en place cette escadrille moto pour d'abord aller porter secours rapidement avant que les autres engins n'arrivent, et aussi parfois pour escorter nos engins sur le terrain, parce que parfois on est obligé d'ouvrir la route pour permettre aux engins d'arriver sur le lieu du sinistre ou bien d'arriver à l'hôpital. Et ne pas être en retard. Cas pratique maintenant, mon colonel. Oui. En cas d'hémorragie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite avant que les secouristes n'arrivent? D'abord, il faut savoir c'est quoi une hémorragie. Une hémorragie, c'est un écoulement abondant de sang. Elle peut être une hémorragie interne ou bien une hémorragie extériorisée. Dans ce cas-là, il suffit simplement de faire une compression directe, c'est-à-dire avec juste une protection, appliquer la main sur l'orifice qui a été lésé et maintenir la pression. Jusqu'à ce que les secouristes arrivent. Jusqu'à ce que les secours arrivent. En cas de perte de connaissance. Oui, la perte de connaissance, malheureusement, elle peut entraîner d'autres situations plus dommageables. Quand une personne perd connaissance, après peut avoir un arrêt ventilatoire ou un arrêt de la circulation sanguine. Donc, quand la personne a perdu connaissance, mais qu'elle continue de ventiler, elle respire, il faut la mettre dans une position qui permette de libérer les voies respiratoires et elle continue d'être ventilée. Et c'est ces petits gestes-là qui seront enseignés à toute la population. Lors de la campagne qui démarre aujourd'hui, donc tout à fait. 26 épisodes. En cas d'incendie, on va y aller très vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. En cas d'incendie, qu'est-ce que je fais le temps que les secouristes n'arrivent? Vous voyez, les incendies aussi sont multiples. Oui, parce que le feu n'éteint pas tout, l'eau n'éteint pas tous les feux. Non, pas du tout. L'eau n'éteint pas tous les feux. Parfois, l'eau même peut aggraver certains incendies. Mais en cas d'incendie, si on a la capacité de réagir, on porte
le geste qu'il faut pour l'éteindre. Sinon, on quitte la salle. On quitte le local, on ferme la porte derrière soi, on appelle les secours. D'accord. En cas d'incendie, le plus important, c'est l'intégrité de ces personnes-là. Donc, il faut savoir appeler et quitter le local. Merci, mon colonel. Vous allez rappeler les numéros? C'est le 180, qui est un numéro gratuit ou le 01 80 13 28. Il ne suffit pas de connaître beaucoup de numéros, mais juste cela, les avoir sur soi à tout moment pour pouvoir appeler. Pour pouvoir appeler le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Merci, M. Sako. Colonel Issa Sako, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Je rappelle que vous êtes venu nous parler des gestes élémentaires de survie, la conduite à tenir face au risque de la vie courante. Merci encore d'être venu et merci de toujours sauver des vies. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous faire confiance. Je n'oublie pas tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce journal. Adama Kone, le rédacteur en chef, perpétuellement Sophie Brou, Timité Mongba et Jacques Brou. Bon dimanche sur RTI 1 et à 20h, retrouvez Fatou Fofana Kamara.